bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette première rencontre donc sur le processus de création, avec donc le dialogue nécessaire entre éditeurs et auteurs, la capacité de s'adapter pour les éditeurs, et puis peut-être aussi la patience, les storyboards qui se retravaillent, les découpages. Avec nous pour en parler, Nadia Gibert, vous êtes éditrice chez Rue de Sèvres depuis 2013, depuis la création de la maison d'édition. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, et vous accompagnez notamment Zep, mais aussi d'autres auteurs moins confirmés. Il a une bonne expérience de la bande dessinée. Années, oui. Voilà, c'est ça. Donc vous nous avez d'ailleurs fourni plusieurs documents très intéressants. Vous verrez des découpages, des storyboards, la manière avec laquelle vous demandez à vos auteurs, qu'ils soient expérimentés ou non, de retravailler jusqu'à que vous obteniez la meilleure lisibilité, le rythme. Enfin, donc vous parlez de ces ingrédients. À votre droite, il y a Thierry Martin. Alors vous êtes dessinateur, auteur. Alors vous avez, pareil, touché un petit peu à tout. Vous avez fait le roman de Renard, par exemple, aux éditions Delcourt. La bande dessinée jeunesse. Récemment, vous avez co-signé un album de Mickey aux éditions Glénat. Mais il y a aussi, par exemple, le western que vous avez commencé sur Instagram, qui était une récréation, je crois, oui, et qui ensuite est devenu un album chez Black and White, pour ressortir aux éditions Soleil en version plus grand public. Tout à fait, oui. Et là, récemment, vous avez sorti Le Monde selon Jerry Holone, qui est là à Fluide Glacial, une bande dessinée d'humour. Vous nous parlez, je ne sais pas si on peut parler d'autofiction, parce que c'est un petit peu, oui. Un auteur de bande dessinée. C'est mon rapport à la paternité, en fait. En gros. Vous nous en parlerez. Et donc, vous avez quand même aussi beaucoup d'expérience et touché à plein de genres, et vous avez publié dans des maisons d'édition différentes. Et rencontrer plein d'éditeurs différents. Voilà. Cédric Ilan, vous êtes éditeur chez Glénat depuis 2008, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors là, pareil, vous touchez à plusieurs genres, puisque vous travaillez avec Fab Caro, alors avec Jean-David Morvan, votre voisin. Oui, si, je crois quand même. Avec donc, vous êtes directeur de la collection Ils font l'histoire, donc il y a une collection historique, mais vous avez travaillé avec Jean-David aussi sur les adaptations de Vernon Sullivan, donc bien sûr les polars de Boris Vian, et puis aussi Barjavel, si je ne me trompe pas, Le Ravage, et il ne faudra pas que tu oublies d'appuyer. Et aussi, je crois que vous avez une création en cours qui s'appelle Libertalia, c'est ça? Oui, c'est une pure création de la part de Jean-David, à sortir quand il aura terminé de faire le scénario. C'est pour ça que je disais ça. Ah ouais. Alors Jean-David, vous avez reçu cette année le prix René Goscinny avec Madeleine Riffaut pour Madeleine Résistante. Alors vous avez créé la série Sillage avec Philippe Buchet, mais vous avez touché à plein de genres. Vous avez cru au manga assez tôt, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, j'étais un fan de Dorothée, c'est tout. C'est ça, voilà. C'est ça. Et donc, beaucoup de bandes dessinées historiques, mais aussi des adaptations, finalement, même un Wolverine. Tout ce qui me passe sous la main. Ouais, c'est ça, voilà. C'est, combien d'albums en tout, là? C'est ça, pas de... Bon, c'est pas vraiment la question. N'hésitez pas surtout à intervenir, si vous voulez, s'il y a un moment, lors de la discussion, il y a quelque chose qui vous semble important de savoir tout de suite. Juste les questions à nos deux auteurs. Quand vous avez une idée, l'inspiration, combien de temps il se passe avant que vous dites, voilà, j'ai un projet, j'ai une idée, il faudrait que j'en parle à une maison d'édition, à un éditeur, et comment après se fait un peu le tri. Comment vous dites, voilà, c'est pour tel éditeur, tel interlocuteur, ça va être la personne adéquate. Thierry? Alors pour ma part, sur ces deux projets dont je vais parler aujourd'hui, il y a deux histoires différentes. Par exemple, pour cet album Dernier Souffle, quand j'ai commencé à faire ça sur Instagram, c'était pas du tout dans une intention de le publier déjà, en tout cas d'en faire un livre. Donc c'était juste une expérience. Et quand l'idée a commencé à se mettre en place d'en faire un livre, là il se trouve que j'avais été sollicité très rapidement par des éditeurs pour en faire un livre en fait. Et je leur avais dit non. Parce que je ne savais pas où j'allais avec et je voulais surtout pas le savoir. Parce qu'à partir du moment où je pensais que si je m'engageais avec un éditeur, il aurait fallu que je pense à un nombre de pages, à une pagination précise, à une fin, que je commence à structurer l'histoire, alors que le projet là, au départ, c'était juste une aventure.
Et je voulais juste savoir où ça allait m'amener, en fait. Donc, quand l'idée a commencé effectivement à devenir un peu plus claire dans ma tête et que j'ai été sollicité là, en l'occurrence chez Black & White, puisque j'avais l'occasion de travailler une fois avec lui, donc je savais qu'il allait me faire un bel objet, et je me suis dit pourquoi pas, lançons-nous dessus, et puis voilà, c'est parti comme ça. Après, avec cet éditeur-là, qui est en fait un éditeur qui fait plus du tirage de tête, c'était sa première création originale, publication originale. Donc là, moi j'étais très content de l'objet. Mais par contre, c'est un éditeur qui ne fait pas de diffusion. Donc en fait, ce projet n'était pas si vu que ça. Et je me suis dit, bon, moi je me contentais déjà de ce que j'avais, j'étais déjà très content du livre. Et quand j'ai eu effectivement, j'ai été contacté pour le publier chez Noctambule, donc l'éditrice avec qui je travaille déjà depuis quelque temps sur d'autres projets. Là, moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est diffusion. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'occasion, effectivement, de le ressortir, mais il faut qu'il soit différent de la version noir et blanc. Et donc là, j'ai pensé à le mettre en couleur. Donc, quelque part, la première version Black & White, le fait qu'il n'y ait pas de diffusion, c'était un mal pour un bien, puisque le fait de replonger dessus, j'ai revu du coup l'histoire, je l'ai augmenté, et puis j'ai pu effectivement retravailler sur les images, et comme j'avais pris un certain plaisir à le faire, puisque quand je travaillais au-dessus, au départ, je faisais une image par jour, tout simple. Et je n'en faisais pas plus. Et le plaisir, c'était ce moment où j'allais me consacrer dessus. Et donc là, quand je suis passé à la version couleur, je me suis mis dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que tous les matins, je faisais une ou deux images couleur, et après j'attaquais mon travail sur mes autres albums. Et puis voilà, en fait, il se trouve qu'effectivement, après sa sortie chez Noctambule, bon, ben là, il y a effectivement une force de frappe d'un éditeur qui fait que l'album est mis en avant, il est distribué au service presse, et donc, il y a une deuxième version, et là, j'en suis très content, parce qu'effectivement, moi qui pensais faire un truc assez confidentiel, et puis qui n'intéresserait pas grand monde, mais en tout cas, moi, je ferai un grand plaisir, l'éditeur a fait en sorte qu'elle soit partagée, et que du coup, ça va amener sur d'autres expériences, et que j'ai envie encore plus aujourd'hui de développer ce genre d'objet. Donc voilà, ça c'était particulier pour Dernier Souffle. Et puis là, pour le coup, et je voulais parler aussi de l'autre album, La famille sur Alger Alone, parce que ça aussi c'est particulier. C'est un projet qui a démarré à l'époque où je suis devenu papa. Et c'était à l'époque où il y avait la naissance des blogs. Donc je me suis dit, moi aussi, je vais en faire un. Donc j'avais commencé effectivement à publier des strips sur ce blog. Donc j'avais déjà l'idée de transposer le personnage du père de famille en cow-boy. Et puis voilà, je faisais ça. Mais au départ, c'était uniquement pour mes enfants, en fait, pour amuser un peu la galerie à la maison. Puis il se trouve que rapidement, il y avait eu des retours de copains, etc., qui me disaient, ça vaut la peine de refaire quelque chose. Et là, ma foi, du coup, on se sent pousser des ailes, on présente ça à des éditeurs, et puis les éditeurs vous disent non, pour plusieurs raisons. Donc au final, on s'est dit c'était peut-être une fausse bonne idée, et le projet reste dans les cartons au bout d'un certain temps. Et en fait, c'est pour dire qu'un projet, c'est aussi la rencontre avec un éditeur à un moment précis. Et donc il se trouve que c'est 10 ans après, suite à un coup de fil que je reçois de chez Flux Glacial, et il me demande si j'ai des projets dans mes cartons. Je dis j'en ai un. Enfin, j'en avais d'autres, mais j'en avais notamment celui-là. Et là-dessus, ça a matché tout de suite. Donc j'ai ressorti ces planches-là. Et là, il a fallu par contre, pour le coup, les retravailler pour qu'elles aient la forme qu'il y a aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi ça, je veux dire, un éditeur, c'est aussi une rencontre qui peut se faire peut-être des années après que le projet a vu le jour en fait dans la tête de l'auteur. C'est une question de circonstances, de chance aussi. En l'occurrence pour ces deux projets, mais sinon mes autres projets habituels, effectivement, c'est plus dans le schéma classique où je travaille des fois avec un scénariste, on présentait le projet à plusieurs éditeurs et puis on avançait dessus, quoi. Mais voilà, donc en fait, il n'y a pas de vraie règle en vérité. Il y a une envie au départ, et puis après, c'est une rencontre, et qui fait que le projet va se mettre en place, avancer, travailler, recommencer, etc. Donc voilà. Jean-David, vous confirmez, c'est une histoire de rencontre, avant tout? Ouais, moi, le temps moyen, je l'ai calculé, c'est 15 ans, parce que il y a une fois un projet, j'avais regardé un documentaire sur Totorina, j'ai appelé Olivier Jalabert 10 minutes après. Donc voilà, ça a pris 10 minutes, et il y en a un autre, j'ai fait au bout de 30 ans, donc ça fait 15 ans, à peu près. Donc voilà, finalement, le projet, en plus, je le fais avec Louis-Antoine Dujardin. C'est bizarre. Donc non, mais c'est effectivement très variable, quoi. Donc c'est quand on est prêt, quand on rencontre quelqu'un aussi, effectivement, pour le faire. Voilà,
quand ça devient concret, en fait. Moi, il y a plein de projets qui traînent dans ma tête et un jour, ils deviennent concrets. On ne sait pas s'ils le deviendront un jour ou pas. C'est ça qui est intéressant. Et ça, quand on publie dans plusieurs maisons d'édition, comment vous faites le tri? Enfin, comment on vous dit, bah voilà, là, c'est pour Cédric chez Glénat. Bah avant, je me posais pas la question. J'envoyais mes dossiers à tout le monde et puis j'allais chez qui me disait oui, en fait. Hein. C'est comme ça quand même qu'on commence. J'ai jamais vraiment fait le difficile, donc il faut, c'est comme ça. Et puis maintenant, en connaissant mieux les gens, c'est vrai que j'ai l'impression que ça correspond plus à telle ou telle personne. C'est des discussions. Là, par exemple, avec Cédric, on s'est perdu en venant, donc on a eu le temps de discuter. Donc on a parlé d'un projet. On verra bien s'il se fait ou pas, mais tout ça et c'est la surprise en fait. C'est ça aussi qui est bien. Après, je pense que ce qui est intéressant de travailler avec plusieurs éditeurs, c'est aussi d'éviter que des gens nous publient des livres parce qu'ils nous aiment bien. Enfin, je crois que c'est bien que les gens soient... je préfère... Enfin, je vais dire... non, c'est pas tout à fait vrai. J'allais dire je préfère pas faire un projet que juste qu'on me le signe parce que je suis gentil. Mais bon, non, quand même, j'aime bien. Mais malgré tout, c'est mieux si l'éditeur il est vraiment motivé à le faire parce qu'il le vendra mieux, etc. Donc, il vaut mieux essayer de trouver effectivement le bon éditeur. L'avantage de l'âge, c'est de les connaître un peu mieux, quoi. Et Nadia, Excusez-moi, j'avais une petite question. J'interromps juste Jean-David. En fait, c'est une question comme ça. Bonjour, David. Ma question elle est la suivante. En fait, est-ce que... Oui, alors j'entends bien ce que tu dis. Et l'idée, c'est est-ce que, au bout d'un moment, effectivement, au bout de 15 ans, bah, tu t'appelles Jean-David Morvan. Déjà, à ta naissance, en l'occurrence. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, l'idée, c'est... Est-ce qu'au bout d'un moment, effectivement, l'éditeur, en fait, va pas aussi miser sur un nom, parce qu'il connaît ta qualité d'écriture, c'est pas ce que je remets en cause. Il connaît ta qualité d'écriture, ta qualité de travail. Et est-ce qu'à un moment donné aussi, c'est pas bankable? Enfin, voilà, c'est une question. Hein, c'est pas. Non, c'est une bonne question. Vu le nombre de bouquins que j'ai faits qui se sont pas vendus, non, je crois pas que ce soit vraiment la raison. Donc, c'est parce que le sujet lui plaît et que les gens ont envie de tenter quelque chose. Alors évidemment, c'est quand même plus simple pour moi qui connais tout le monde. Parce que, comme je dis souvent, les gens que... Ça fait pas 15 ans en fait, hein, ça fait 30 ans. Donc les gens que j'ai connus il y a 30 ans qui travaillaient dans les maisons d'édition, ils ont plus les mêmes postes aujourd'hui qu'à l'époque. Donc en fait, on a évolué en même temps. Donc il y a plein de gens qui sont aussi des copains ou des amis. Donc c'est vrai que ça simplifie beaucoup, mais peut-être aussi que ça permet d'être franc et de se dire bah, ce projet-là, je le sens pas. Et finalement, c'est pas très grave puisque je peux toujours aller le faire ailleurs. Donc dans le fond... c'est quand même plus simple que quand on a débuté, mais je suis peut-être aussi qu'on peut plus choisir les projets ensemble qu'avant, justement parce que on me laissera pas tout seul sur le bord du trottoir si on n'accepte pas mon projet. D'accord. Ok. Merci. Avec plaisir. Bon, et à l'inverse, Cédric, Nadia, est-ce qu'il y a des projets de bande dessinée que vous initiez, vous dites bah voilà, ça, alors peut-être plus dans le cadre d'une adaptation, mais vous vous dites je peux proposer à ce scénariste, à ce dessinateur. Est-ce que ça arrive aussi? Oui, pardon. Oui, ça peut arriver, évidemment, qu'on propose. C'est souvent dans le cadre d'une adaptation d'un roman qu'on a aimé et qu'on a envie d'adapter. Après, en tout cas, chez Rue de Sèvres, on n'a pas d'autres initiatives de ce genre-là. Moi, personnellement, mais ça n'engage que moi, je trouve que souvent les éditeurs pensent avoir une bonne idée, et puis des fois, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, il vaut mieux laisser les créateurs nous proposer des choses et discuter avec eux et essayer de trouver la meilleure façon de les faire, plutôt que d'essayer de faire un peu l'auteur sans en avoir les capacités. Voilà. Mais ça n'engage que moi, évidemment. Donc, il faut laisser les créateurs faire des très beaux projets. Mais ça n'empêche pas d'avoir des idées et d'échanger des idées. Ça, c'est une chose. Hein. Mais arriver en disant « Oh là là, j'ai un super projet, je voudrais que tu fasses ça », j'ai l'impression qu'on inverse un tout petit peu les rôles, en tout cas, encore une fois, me concernant. Donc, je trouve que, voilà, il y a plein de façons de collaborer et de discuter avec des auteurs, avec des idées. Moi, si je vois, comme Jean-David, si je vois quelque chose qui m'intéresse, je me dis, ah tiens, ça serait une bonne idée. J'en parle comme ça avec un auteur parce que je me dis, ah, c'est un peu son... Il aime aussi ce genre de choses, donc pourquoi pas? Mais si je vois que ça prend pas, ben ça prend pas, c'est pas grave. Et puis voilà, donc j'essaye pas à tout prix de... C'est une façon aussi de sentir un peu l'intérêt sur un sujet, l'intérêt d'un auteur. Voilà. Et, alors, question large, mais comment vous définissez votre rôle alors d'éditrice?
Mon rôle, moi, je le vois comme accompagnatrice des auteurs. Je ne me sens pas du tout autrice. C'est pas mon rôle. Par contre, je suis la première lectrice des albums que les auteurs nous soumettent. Et donc, mon rôle, il est vraiment d'accompagner au mieux, de bien comprendre d'abord le projet. Qu'est-ce qu'a voulu me dire l'auteur? Qu'est-ce qu'il veut faire de son projet? Est-ce que je suis d'accord avec tout ça en termes, pour la maison d'édition, évidemment, que je représente? Est-ce que je l'ai bien compris? Donc ça veut dire des grandes discussions, savoir vraiment où est-ce qu'on va. Et une fois qu'on sait où on va tous les deux, de l'accompagner au mieux. Et c'est-à-dire vraiment tout au long de la création, depuis la première ligne du synopsis jusqu'à la fin de l'album, et bien après même. Il ne s'agit pas d'arrêter le travail une fois que l'album est sorti, puisqu'il y a plein d'autres façons d'accompagner un auteur. On l'a vu avec Le Château des Étoiles chez nous, mais aussi avec d'autres albums où on peut accompagner. Et l'éditeur est le plus à même, étant donné qu'il a travaillé pendant 1 an, 2 ans, 2 ans et demi sur un projet, voire plus, de comprendre vraiment la philosophie et de savoir là où on peut emmener, après la parution, un album vers des droits audiovisuels, vers des choses comme ça. Il y a des gens qui vont le faire, mais nous, je pense qu'en tant qu'éditeur, on a été au cœur du projet. Donc en fait, normalement, si on ne s'est pas trompé, si on a bien compris, on peut vraiment suggérer des choses, une expo, toute une façon de faire durer la vie d'un album. Et en amont, évidemment, c'est de l'accompagner sur toutes les phases. Les moments où il doute, le moment où il est... parce qu'un auteur, c'est comme nous, ça doute tout le temps. Et il a besoin d'être rassuré, ou il a des doutes sur telle ou telle page, sur telle ou telle séquence, ou tout simplement parler parce que dans sa vie, ça ne va pas bien non plus. Donc ça fait partie aussi du rôle de l'éditeur, de l'écouter. Et je crois qu'il y a un mot qui est important dans notre travail, c'est la bienveillance. Je trouve que c'est vraiment... on n'est pas là pour dire là c'est bien, là c'est pas bien. Moi, je ne sais pas ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Je dis juste que par rapport à un projet, on est sur la bonne ligne et on va vers vers quoi il voulait aller. Et quand ça va pas bien, ou quand on s'éloigne un peu, ou quand ça ne fonctionne pas, moi je ne sais pas pourquoi ça fonctionne pas, mais je vois que ça fonctionne pas, à ce moment-là, c'est toujours pour le projet et pour essayer de faire à un instant T le meilleur projet. Parce qu'à un instant T plus 3 mois ou 4 mois, le projet va être différent, évidemment. Mais à un moment donné, il faut l'arrêter parce que le propre de la création, c'est d'être imparfait et qu'un album fasse surgir un autre album. Donc, à un instant T, on est conscient qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Et après, on s'arrête et puis on passe à autre chose après avec l'auteur ou avec un autre éditeur s'il préfère changer. Mais en tout cas, c'est cet accompagnement dans la bienveillance et vraiment dans le respect de ce que l'auteur nous a confié et a envie de faire. Voilà. Et Cédric, même question. Comment vous voyez votre rôle? Pareil, oui, pareil comme un accompagnateur. Ouais. Ça a été très bien dit par Nadia. Je voudrais juste revenir sur le début de la discussion, sur quels sont les types de projets. Il se trouve qu'avec Jean-David, j'ai eu l'occasion de faire des projets complètement différents qui peuvent être justement à mon origine, d'idées dont je suis à l'origine, comme la collection Ils ont fait l'histoire. Alors il ne s'agit pas de dire tiens, ça serait bien que tu t'occupes de ça, c'est de proposer un cadre, une collection dans lequel je propose différentes... donc là, dans le cadre de la collection Ils ont fait l'histoire, ce sont des biographies, des portraits biographiques des grands personnages. Voilà, il se trouve que je connais Jean-David depuis longtemps, je lui ai proposé de participer à cette collection. C'est lui qui a choisi les personnages qu'il voulait traiter, la manière dont il a voulu les traiter dans le cadre de cette collection. Après, il y a les adaptations. Généralement, sur les adaptations, ça peut être effectivement à l'initiative de l'éditeur ou de l'auteur. J'avoue que je suis un peu comme Nadia. J'estime que c'est une idée qui doit venir des auteurs pour qu'ils puissent s'en emparer de la meilleure des manières. Avec Jean-David, on a pu faire ensemble Ravage et puis les adaptations de Vernon Sullivan, qui sont qui était une pure discussion de passionnés autour de Boris Vian, et on s'est dit tiens, on y va. Et puis de la création avec Libertalia, qui est un projet à venir un jour. Et je trouvais intéressant dans le cadre du processus de création d'aborder ce projet-là, parce que je crois que c'est un des premiers projets que Jean-David m'a présenté il y a 12 ans, qui n'est toujours pas sorti, qui est passé par plein de péripéties, avec des changements de dessinateurs,
Mais on arrive au bout. Du dessinateur. Du dessinateur. C'est la... Jean-David, 12 ans, finalement, c'est la bonne moyenne, quoi. C'est ça? Ouais, on approche. Encore 3 ans, Cédric. On est bon. C'est bon. Non, oui, il y a des projets comme ça. C'est compliqué parfois, des trucs qui démarrent hyper vite avec des dessinateurs qui disparaissent. Et puis après, on se dit, est-ce qu'on l'arrête, est-ce qu'on continue? Et finalement, c'est toujours un peu d'actualité. Alors on peut continuer. Tiens, il y a quelqu'un d'autre. Et puis on change encore de dessinateur et 2, 3, 4 fois. Donc voilà. Mais là, je pense qu'on est bon. Il y a certains scénaristes, je sais qu'il y a Wilfried Lupano, qui est bon, les vieux fourneaux, qui lui écrit tout son scénario avant de le présenter. Jean-David, vous êtes un peu la même école ou, Pas du tout. Voilà. Non. Je confirme. On voit justement J'attends là, toujours. un extrait de votre script pour J'ai caché sur vos tombes. Non, parce que j'aime bien être dans le projet. Là, pour le coup, j'y suis vraiment depuis longtemps. Mais si j'ai écrit le truc depuis trop longtemps et que j'ai un dessinateur qui me dit page 12, case 3, qu'est-ce que je fais? Il y a peu de chances pour que je me souvienne de la page 12, case 3 au bout de 8 ans. Donc j'aime bien être dans le projet et me donner quand même toujours la chance de pouvoir retravailler un peu ou de changer les idées. Après, j'ai quand même changé ma méthode au fil du temps. Il y a très longtemps, au début, je faisais une moyenne de 8 pages par jour de BD, donc sur plein de projets différents. Et donc, j'étais en flux tendu avec les dessinateurs. Maintenant, j'essaye quand même d'écrire 20, 30 pages d'un bouquin et puis après, voir comment ça avance. Donc, c'est quand même un peu différent. J'ai quand même un peu évolué. Voilà, pour plein de raisons éditoriales ou avec les auteurs, c'est quand même plus simple de travailler comme ça. Mais j'aime pas être figé dans quelque chose et me dire 2 ans après, quand on arrive vers la fin du bouquin, merde, j'aurais pas dû finir comme ça, j'ai une meilleure idée. Voilà, j'aime bien pouvoir changer s'il faut changer. Nadia tout à l'heure parlait des doutes qui étaient un peu inhérents au travail d'auteur. C'est toujours, même quand on a sorti des dizaines de bandes dessinées, il y a toujours des doutes lors d'un projet? Ouais, heureusement, je pense. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, en fait. Donc, si c'est pour faire que des trucs dont on est déjà sûr qu'on va les faire de cette manière, je pense que ça n'a pas de sens. En fait, le fait de faire beaucoup de bandes dessinées, c'est plutôt pour faire beaucoup de choses différentes plutôt que beaucoup de fois la même chose. Donc à chaque projet, il y a des nouvelles choses à découvrir. En fait, chaque album, c'est une expérience. Je pense qu'il faut essayer de le voir comme ça. C'est pas toujours le cas, mais j'essaye de le voir au maximum comme ça, en tout cas. Thierry, vous partagez, hein, vous aussi, chaque album, chaque bande dessinée, c'est un nouveau recommencement, donc source de doute. Alors pour ma part, moi en plus, c'est comme j'ai fait de la jeunesse, pour du premier âge, pour du 7-8 ans, pour plus adultes. Donc à chaque fois, le thème est différent. Et donc forcément, c'est à chaque fois une remise en question pour le coup, puisqu'on s'adresse à un public à chaque fois différent. Et là, effectivement, le doute nous permet effectivement de mieux mûrir notre projet. Et donc de se remettre en question, effectivement. Ça nous permet souvent effectivement d'avoir de meilleures idées, ça peut arriver aussi ça. Mais d'où l'intérêt de travailler avec un éditeur avec qui on peut échanger. C'est pas tout le temps le cas non plus. Il arrive souvent des projets, enfin moi pour ma part, ça m'est arrivé de travailler avec des éditeurs où je n'ai quasiment eu peu de contact aussi. Donc bon, je savais où j'allais, je le faisais, mais c'est pas forcément ça que je recherchais en fait. Et donc ce qui m'a amené aussi à ce genre d'expérience pour le coup. Je me dis si je suis tout seul à le faire, autant y aller franchement et puis c'est tout quoi. Donc voilà, oui, je pense que le doute, c'est important d'y faire attention, de l'écouter. Et comme disait dans un réplique, je ne sais plus quel film, si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Il faut jouer avec. Et Nadia, c'est quelque chose que vous constatez, c'est qu'en fait, il n'y a pas qu'un auteur soit expérimenté ou débutant, vous l'accompagnez. Alors, le principe reste le même, en fait.
Oh, et le principe reste tout à fait le même, puisque que ce soit auteur expérimenté ou auteur débutant ou auteur entre les deux, on va dire, de toute façon, ça reste un auteur avec, comme on disait tout à l'heure, toutes ces petits doutes qui peuvent l'accompagner durant la création. La création, c'est long, hein, c'est quand même entre le moment, même les plus rapides, ça tombe jamais en dessous de 9 mois quand même. Certains doivent être plus rapides, hein, mais en général, il faut compter, on dit toujours, c'est comme une gestation en fait, hein, donc c'est entre 9 et 1 an. Et donc, par exemple, là, on a les pages de ZEP, auteur expérimenté s'il en faut, mais il a, donc là, il est venu avec maintenant depuis 4 albums, il développe quelque chose de beaucoup plus réaliste, et en fait, donc c'est quelqu'un qui n'écrit pas les scénarios. Mais, en général, il me dit, bah tiens, j'ai cette idée-là, mais il m'en dit très très peu finalement. Il me dit, attends, j'avance. Et en fait, il envoie le storyboard. C'est sa façon de travailler directement par le storyboard. Mais le storyboard n'est jamais figé puisque, par exemple, pour celui-ci, on a eu 11 versions de storyboard. Donc, et il s'appelle ZEP. Hein, donc, 11 versions de storyboard. Alors, il ne change pas toute l'histoire à chaque fois, mais sur chaque séquence, il y a plein de choses qui diffèrent. Alors, des fois, c'est des petites choses, mais des fois, c'est quand même des choses assez importantes. Comme c'est un auteur qui vient de l'humour, on doit être efficace. Il fait souvent des gags en une page. Donc, forcément, il faut que le gag il tombe bien à la fin de la première page ou à la fin de la deuxième si c'est en 2 pages. Mais donc, quand on fait du réalisme et surtout des histoires intimistes, l'efficacité, c'est plus qu'on recherche tout de suite. C'est vraiment faire passer les émotions, faire en sorte que les personnages, on s'y attache, faire comprendre un peu leur psyché s'il y a pas mal de développements psychologiques qui se viennent. Et en fait, Philippe ZEP, il vient souvent avec un album qui fait en général 60-65 pages. Et on termine aux alentours de 90 pages. C'est-à-dire parce que l'histoire, elle est bien en tant que telle, elle tient bien, sauf que il manque quelque chose, il manque des développements, il manque des choses, et donc on en parle tous les deux, je relis, je lui suggère des moments où je me dis là ça va trop vite, ou alors là ça fonctionne pas, donc il refait tout de suite. En plus c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert à toutes les propositions. Si elle lui semble pertinente, il travaille dessus. Si elle ne lui semble pas pertinente, ce qui peut arriver tout à fait, moi je retire. Dans ces cas-là, je n'ai pas d'ego, je ne suis pas auteur. Donc j'ai pu me tromper ou j'ai pu mal voir une scène. Mais en tout cas, si elle lui semble pertinente, il me repropose autre chose et on recommence. Et on avance comme ça. Et par exemple, sur celui-ci, la fin n'était pas calée. Il y avait un truc qui n'allait pas, je ne savais pas quoi dire, mais la fin se terminait un petit peu... Et en fait, jusqu'au bout, là, jusqu'au moment où il a vraiment travaillé les pages, la fin, on l'a terminée vraiment à la fin. C'est-à-dire qu'elle n'était pas dans le storyboard et il l'a recommencé à la fin. Et, il lui restait quelques pages à ancrer et à mettre en couleur. Et jusqu'au dernier moment, et j'ai fait une suggestion qu'il a modifiée. Et on est arrivé, il me semble, à une fin qui allait dans le bon sens. Je ne dis pas qu'elle est parfaite ni quoi que ce soit. Je dis qu'elle allait dans le sens où on devait aller. Donc c'est vraiment... autant d'auteurs, autant de façons de fonctionner, autant d'allers-retours, autant de discussions, toujours pour le profit du livre, en fait. Et vous parliez de bienveillance. Est-ce qu'il faut prendre un peu des pincettes pour faire ces suggestions, ou les auteurs sont toujours tellement en demande que... Non, parce qu'en fait... moi, je pars du principe que... Alors, évidemment, ça, c'est pour les auteurs avec lesquels on travaille depuis un petit moment. Ils nous connaissent, on les connaît. Et moi, je suis quelqu'un de franc et de quelqu'un, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si j'ai pas grand-chose à dire, je dis rien. C'est toujours mieux. Et en fait, ils savent, en tout cas, j'ai la chance que les auteurs avec lesquels je travaille savent que si j'ai un truc à dire, je vais le dire de manière la plus simple possible. Mais c'est toujours pour le livre et ça ne les vise pas, ça ne vise en rien la nature du projet, mais on est toujours sur le livre et donc... et en fait, on m'a souvent dit que c'est ça qu'ils recherchaient. C'est souvent qu'on leur dise des choses simplement, avec bienveillance évidemment, mais par exemple, quand je travaille avec Philippe, avec Zeb, je ne tourne pas ma langue cette fois dans ma bouche pour lui dire un truc. Il est direct, je suis direct, on se dit les choses. Avec Laurent Astier, c'est pareil. Il sait que s'il y a un dialogue qui ne va pas, il fait parler une femme. Il y a des moments où il fait parler une femme alors qu'elle ne devrait pas parler comme ça, en tout cas dans le personnage tel qu'il l'a montré. Et je me permets de lui dire, écoute, là, moi, je crois qu'elle ne dirait pas ça comme ça parce que c'est un peu étrange. Alors bon, il y a des fois, il me dit, oh, t'es sûr, t'es sûr. Bon, en général, il en parle à sa femme. Et souvent, sa femme lui dit, Nadia, elle n'a pas tort. Bon, voilà. Mais... c'est tout. Je lui dis juste ça. Et donc, en fait, on rigole parce qu'en fait, souvent, il me rappelle en me disant « Bon, t'avais pas tort là, sur ce coup-là. Allez, je change de dialogue. » Et donc, en fait,
je pense qu'il faut être simple, en fait. On n'a pas besoin Enfin, certes, il y a peut-être des auteurs qui ont des égos sur lesquels il faut peut-être... Et encore, je trouve que c'est... Plus on est simple et plus on dit les choses simplement, mieux ça passe, je pense. Encore une fois, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi. Et pour l'instant, ça se passe bien comme ça. Il faut dire que Zep, comme moi, on a été élevé par Jean-Claude Camano. Donc, c'est l'école du Exact. coup de bâton sur la tête. Donc, on a appris à écouter les éditeurs. C'est très bien. C'est bien. C'est pas faux, hein, Jean-David. Tu as tout à fait raison. Juste, tu peux rappeler qui est Jean-Claude Camano, comment il vous a... Jean-Claude, bah, ça a été longtemps l'agent de Zep, mais avant, c'était l'éditeur chez Glénat, un grand éditeur chez Glénat, qui a amené Zep, justement, avec qui on a fait à l'époque Nomade, qui a pressenti qu'on pouvait aller un peu vers le manga aussi, alors que c'était vraiment le tout début, puisque Glénat ne publiait que Akira à l'époque, et puis Shiro. Donc voilà, c'est quand même un grand éditeur. Moi, vraiment, je lui dois beaucoup, justement, cet apprentissage-là. Et aussi le fait quand il me disait quelque chose, quand il pointait un problème, de me laisser trouver moi-même la solution. Et ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que si un éditeur pointe un truc mais amène la solution, il faut essayer d'en trouver une qui nous est personnelle. Sinon, on est perdu dans son histoire. C'est ce qui m'est arrivé. Hier, j'avais une longue discussion sur une interview sur le Spirou, mon premier Spirou, donc pour l'intégrale qui va sortir de nos Spirou, et c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, à force d'obéir à toutes sortes d'injonctions qui viennent de partout, à la fin, quand le bouquin sort, si on s'est planté, si on sait où on s'est planté parce que c'est des choix qu'on a fait nous-mêmes, on peut avancer. Si on ne sait pas où on s'est planté, comme pourquoi on s'est planté parce que c'est pas des choix qu'on a fait nous-mêmes, alors on est vraiment dans la merde. Donc voilà. Et Jean-Claude, il nous laissait vraiment. Il nous engueulait, hein, c'était pas toujours bienveillant. Après, il s'excusait, mais le matin, quand on avait un coup de fil de Jean-Claude Camano, on savait qu'on allait prendre cher. Et puis après, l'après-midi, il rappelait en disant « Oh, j'étais énervé ce matin. » C'est pas grave, Jean-Claude, on le sait, c'est comme tous les matins, donc t'inquiète pas. et voilà, mais ça a vraiment appris des choses, et c'était ça, c'est important. Cédric, vous partagez ce que... Pardon Thierry. La méthode BAF, ouais. La simplicité, aller droit au but, quand on a, par exemple, je ne sais pas, quand vous avez le découpage de Jean-David sur un album, bon là c'est J'irai clasher sur vos tombes, il faut aller les ingrédients nécessaires et puis vous allez à droit à l'essentiel dans vos discussions. Il y a pas Oui, parce qu'avec Jean-David, c'est assez simple. Après, c'est une question d'adaptation, c'est comme dans la vie de tous les jours, on s'adapte aussi aux gens avec lesquels on travaille, mais de toute façon, dans le travail que l'on a avec les auteurs sont entre guillemets en attente de notre rôle de premier lecteur. L'essentiel de notre boulot, il est là. On est les premiers lecteurs de ce qu'ils nous envoient, que ce soit le scénario, le storyboard, les planches, et on a un avis qui finalement n'est que celui du premier lecteur. Le créateur, ça reste l'auteur. On travaille de la même manière avec Jean-David Morvan qu'avec Fab Caro, par exemple ? Pas du tout. Non, mais il n'y a pas de... C'est ce que je disais, chaque auteur a sa personnalité, sa manière de travailler, son expérience. Il y en a qui ont besoin d'être stimulés sur leur création, d'autres qui ont juste besoin d'être accompagnés. Certains, là je suis en train de travailler avec Didier Tarquin sur son prochain album de UCC Dolores. Il avance tout seul dans son coin. Il a dit sur cette histoire-là, je ne sais pas encore trop où je vais, j'avance, je t'envoie les pages au fur et à mesure. Je sais grosso modo où il va, alors que sur les albums précédents, j'avais un synopsis qui était très détaillé. Je savais exactement où je pouvais intervenir, lui dire « Tiens, attention, t'es sorti de ton histoire ». Là, par exemple, je ne sais pas où il va. Je l'accompagne sur la cohérence, sur « Tiens, attention, tu m'as perdu, moi, en tant que lecteur ». L'adaptation, elle est autant au niveau de la personnalité qu'au niveau du projet. Quand on faisait des adaptations avec Jean-David sur les Boris Vian, l'idée était de coller à l'état d'esprit des romans. Moi, je n'étais pas le garant de cet état d'esprit, mais j'essayais de suivre un petit peu pour dire attention, je ne suis pas sûr d'avoir compris la même chose, ou est-ce que tu es sûr que ça soit ça que tu veux faire ressortir du roman. Encore une fois, j'intervenais en tant que premier lecteur. Je ne sais pas si tu veux... Ouais, surtout sur J'irai cracher sur vos tombes, qui était sans doute le plus compliqué. C'est vrai que j'avais pas mal de doutes sur est-ce que je mettais du text-off du personnage, est-ce que j'en mettais pas. Je me posais vraiment cette question.
Et finalement, on en a discuté avec Cédric et j'en ai mis parce qu'il se passait tellement de choses dans la tête du personnage que c'était important de les mettre. Mais voilà, c'est le genre de doute qu'on peut avoir sur des adaptations, c'est intéressant. Puis on avait en plus Nicole Berthold qui s'occupe de gérer Boris Vian qui était là en plus. Donc on essayait de se mettre bien d'accord avec Cédric avant d'aller la voir. Donc on faisait corps, c'était pas mal. Thierry, tout à l'heure, vous parliez de la frustration quand finalement il n'y a pas beaucoup d'échanges avec l'éditeur. Est-ce que c'est aussi une manière pour vous de dire je vais peut-être moins travailler avec cet éditeur-là, pas forcément changer la maison, mais peut-être... Est-ce que c'est comme ça aussi que vous faites le tri parfois ou... En fait, non, je ne fais pas spécialement un tri, mais disons que moi, ce que j'aime dans ce travail-là, c'est d'abord, avant tout, comme c'était déjà un métier très solitaire, c'est de rencontrer effectivement un éditeur avec qui on va pouvoir l'appeler à n'importe quelle heure, presque. Hein. Bon, c'est rarement arrivé, mais en tout cas, dans le fantasme, c'est l'idée, quoi. Et d'échanger de tout et de rien. Et de temps en temps, effectivement, on peut aussi parler du projet. C'est de discuter, en fait, avec quelqu'un. Hein. Après, effectivement, quand on est sur la rencontre avec un éditeur où il y a peu d'échanges, honnêtement, pas très motivé pour recommencer après. Hein. Si les circonstances font que, pourquoi pas, mais en général, moi, non, je suis assez catégorique. Hein. Je passe à autre chose et je fais mon petit bonhomme de chemin tout seul. Mais l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir, aussi bien si c'est avec un scénariste, quand j'ai l'occasion de travailler avec un scénariste, c'est de travailler avec un scénariste qui est plus un ami qu'un scénariste. Pour justement, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on cherche à mettre d'abord en avant, c'est d'abord le livre. Donc on travaille sur le projet, sur l'histoire, et on se remet en question, c'est pour le livre. Voilà. Jean-David. Des fois, il y a... C'est rigolo. Ah voilà. Merci. C'était joli pourtant. Parce que des fois il y a des éditeurs, moi j'ai travaillé justement parce que je savais très bien qu'il lirait jamais les scénarios. Quand j'ai fait une BD qui s'appelle Zornedirna, qui était une BD d'Heroic Fantasy avec un fond assez horrible, mais avec un dessin assez rigolo de Bruno Bessadi. Je l'ai envoyé chez Soleil parce que je savais que le dessin leur plairait et que personne ne lirait mon scénar. Donc ça m'a permis aussi de faire cette histoire que peut-être tout le monde aurait refusé autrement. Finalement, les lecteurs ont bien aimé, c'est bien. Mais c'était vraiment conscient quand je l'ai fait. Je savais que la personne qui lirait ce scénar dans le dossier dirait non. Et là, je savais qu'il ne le lirait pas. Donc c'était pratique. Et juste, Nadia, c'est vrai que vous nous avez fourni quand même des documents de travail qui sont assez super, intéressants. Notamment, par exemple, il y a l'album de Dominique Montferry qui est sorti récemment, si je ne me trompe pas, sous mois de juin. Et je crois que vous m'avez dit qu'il était arrivé avec 50 planches, mais que c'est ensemble que vous avez finalement reconstruit la dramaturgie. Donc, vous avez quand même beaucoup influé sur l'intrigue finale. Alors, toujours avec l'idée première de ce qu'il voulait faire. En fait, c'est Dominique Montferry, c'est quelqu'un qui a fait de la bande dessinée. À un moment donné, il était dans le studio, je pense que tous mes petits confrères le connaissent. Il était avec Pierre Allary, il faisait partie d'un... Pierre Allary, Keramidas et d'autres, ils avaient commencé ensemble. Et puis après, très vite, il est allé vers l'animation. Et donc, il a fait 1 ou 2 BD qu'il laisse de côté aujourd'hui. Et puis, il a eu envie de revenir à la bande dessinée. Donc, en fait, c'est un auteur qui lui a dit de s'adresser à nous. Et moi, quand j'ai lu la première mouture, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans ce récit, mais on partait un peu dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, il était influencé, enfin en tout cas il avait pris comme point de départ des nouvelles de Conrad, il y avait un personnage féminin, il y avait plein de choses, et puis finalement je lui disais mais je vois pas bien où est-ce que tu veux aller là-dedans. Donc en fait il y a quelque chose de très bien, bon déjà un graphisme qui était super, mais pour moi le graphisme c'est important bien évidemment, mais c'est d'abord l'histoire. Donc il faut d'abord qu'on ait une bonne histoire. Si on n'a pas une bonne histoire, je trouve que c'est comme dans tous les médias, c'est quand même la pierre angulaire. C'est là-dessus qu'on s'appuie. Après, on met un dessin, mais d'abord, il y a une histoire. Donc, on a beaucoup parlé d'abord du projet. Qu'est-ce qu'il voulait en faire? Où est-ce qu'il voulait... C'était quoi son idée? Voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui le motivait à faire J'essayais de comprendre par quoi il était motivé. Et puis après, du coup, il a tiré des fils comme ça de ce qu'il voulait faire, de là où il voulait aller, pourquoi les nouvelles de Conrad l'intéressaient, etc. Et donc, petit à petit,
on a, parce que en fait sa dramaturgie elle était inexistante, alors qu'à la base quand on lit le bouquin il y a quand même une vraie dramaturgie, on est chez les chercheurs d'or, évidemment il y en a un au départ ils sont tous copains et puis après il y en a un qui veut prendre l'or de tout le monde et forcément ça se passe pas bien, et en plus il y a derrière l'histoire du Grand Nord, le très froid, et puis aussi la nature aussi, la nature très très hostile puisque on est en plein hiver, les loups arrivent, ils ont faim évidemment, ils ont faim de chair qu'elle soit humaine ou animale. Et donc, ils se retrouvent pris dans quelque chose d'assez dramatique. Et en fait, on avançait comme ça petit à petit, mais voilà, ça faisait une petite lecture sympathique, mais sans plus. Moi, je crois que, vu les 5500 bouquins qui sortent par an, une lecture sympathique, aujourd'hui, c'est plus vraiment suffisant, à mon sens. Encore une fois, je ne dis pas que cette histoire, que toutes les histoires qu'on publie sont géniales, ni très bien. Je dis juste qu'à un moment donné, ça nous semble être la bonne histoire. Après, voilà, le public choisit, évidemment, mais nous, en tout cas, on est content de avec l'auteur où on est arrivé. Et donc petit à petit, à force de discuter, de retravailler, donc c'est pareil. Je lui disais là, on sent pas ce que tu veux faire. Là, c'est un peu mou. On voit, il se passe pas grand chose, etc. Donc il retravaillait dans son coin. Je lui disais pas, comme Jean-David disait, je lui disais pas ce qu'il fallait dire parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire en fait. Comme là-dessus, s'il y a un petit point qui me ramène près de Kamanos, c'est le fait de ne pas savoir. Après, on est différents sur plein d'autres points. Mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'il faut. Et même physiquement, on départit, c'est vrai. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, je lui dis, voilà, là, ça ne marche pas, on ne sent pas les choses, etc. Il faut que tu te poses les bonnes questions et que tu vois comment tu peux avancer. Et donc, j'ai mis un peu les différentes étapes par où il est passé. Et en fait, au final, à chaque fois, il revenait et je trouvais qu'il progressait très vite puisque les nouvelles moutures, elles étaient souvent bien meilleures que les précédentes. Des fois, il en fallait une troisième, mais souvent, il arrivait au bout. Et puis, en fait, dès qu'il mettait la couleur, après, tout prenait clair, tout prenait cher, etc. Donc voilà, donc c'était vraiment un travail de longue haleine parce qu'il avait vraiment arrêté la bande dessinée depuis un moment. Et donc, il revenait, il fallait qu'il refasse ses gammes aussi, il fallait qu'il se remette dedans. Et je crois qu'il est très content puisqu'on est reparti sur un nouvel album. Alors, une question pardon ? Bien sûr, oui. Merci. Ouais, pardon, je vous interromps, mais j'avais une question. Vous êtes sur le duo auteur-éditeur, et tout à l'heure, vous avez employé le terme de agent. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, l'agent, à quel moment il intervient ? Est-ce que c'est dans le processus créatif, qui est dans le terme de la table ronde, ou est-ce qu'il y a juste le côté financier ? Est-ce que c'est un intermédiaire en plus ? Comment est-ce que à un moment donné, il y a un trio ou un duo ? Enfin voilà, si vous pouviez en parler. Alors, il y a en France en tout cas, parce que chez les Américains c'est un peu différent, hein, mais en France, l'agent, sauf vous me direz si je me trompe, mais a priori, il n'a pas une intervention éditoriale. Il accompagne son auteur auprès des éditeurs, c'est lui qui fait les négociations financières. Alors, Jean-Claude Camano, c'est un peu différent, effectivement, puisqu'il était aussi éditeur. Donc, évidemment, il avait une double casquette. Les agents, aujourd'hui, il y en a quelques-uns sur le marché français. À ma connaissance, en tout cas, moi, je n'ai pas été mise. L'auteur m'a pas dit, ah, mais mon éditeur, mon agent m'a dit que je devais plutôt faire ça à la place de ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu ce cas de figure-là. Je sais qu'aux États-Unis, c'est un peu différent puisque je travaille sur un projet américain où l'agent peut intervenir auprès de l'auteur sur des questions éditoriales, sur des choses un peu plus de création. En France, à ma connaissance, c'est vraiment un accompagnement financier, mais aussi de démarchage pour les droits audiovisuels, de démarchage auprès des éditeurs. Là, c'est l'éditeur qui parle, évidemment, de faire monter évidemment les enchères, ça c'est logique. Et donc voilà. À part si vous avez eu des cas différents, moi je pense qu'en France, ça s'arrête là. Alors pour rebondir un petit peu sur la question, est-ce que c'est... Alors, j'entends tout ce que vous dites depuis le début, c'est très intéressant. Et je voudrais me concentrer juste sur le point, en fait. Est-ce que ce rapport de confiance que vous établissez, en fait, entre l'auteur, en fait, pour l'aider, bien sûr, de manière très bienveillante pour son travail, etc. Et aussi, il ne faut pas le négliger, la partie financière, puisque c'est quand même un objet qui va être vendu, etc. Est-ce que ce rapport-là, en fait, qui est établi avec l'auteur, n'est pas un inconvénient pour l'auteur ? C'est-à-dire, est-ce que... oui, on est comme dans la négociation à un moment donné, on est, je ne sais plus, entre 8 et 10, 12% pour certains auteurs, etc. Puis assez pareil avec le scénariste. Est-ce qu'à un moment donné, c'est un sujet qui est délicat. Je comprends que ce n'est pas forcément l'objet, parce qu'on est plutôt là
dans le dessin, etc., dans l'explication de comment ça marche. Mais c'est ce côté, est-ce que les agents finalement américains sont pas une sécurité pour l'auteur, c'est ce que je veux dire, d'être juste dans le rapport d'argent, point. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, le rapport que vous établissez de compréhension, d'analyse, d'amélioration du travail et d'accompagnement de certains auteurs qui en ont besoin, est-ce qu'il n'est pas effectivement nécessaire de la partie éditoriale? La partie, on va dire, purement financière, est-ce qu'elle ne devrait pas être réservée à un spécialiste, puisque l'auteur, bien souvent, ne l'est pas? C'est-à-dire, l'auteur n'est pas un spécialiste de la comptabilité, c'est pas un apothicaire, enfin voilà. Il se concentre sur son travail, et bien souvent, cette partie-là de sa vie, quand il est question de négocier de l'argent, il est très mal placé pour le faire, voire en condition de subordination, bien souvent, vis-à-vis de l'éditeur. Donc, voilà, c'était ma question, mais c'est juste parce que je rebondis là-dessus, j'avais l'intention de la poser, justement, cette question. Alors, personnellement, je ne crois pas que ce soit gênant, en fait, puisqu'en fait, si on... Encore une fois, je parle de ce que je connais et de ce que je suis. Moi, ça ne me dérange pas. Je pense que, alors là, je suis comme les Américains, je pense que la partie financière fait partie de la négociation globale d'un projet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune honte à parler argent et d'en parler simplement. C'est-à-dire en expliquant les choses. Alors, si un auteur me demande 15% sur un album, alors que c'est son premier album, je caricature un tout petit peu, hein, bien évidemment que je lui explique pourquoi il ne peut pas avoir 15%, que c'est un premier album, qui débute, etc., etc. C'est pareil pour un contrat. Un contrat, c'est ce qui normalement, nous garantit à l'auteur un peu le futur. Parce que tant qu'on est dans le présent, à part si demain je meurs et que quelqu'un reprend ma place et qui fait carrément l'inverse, évidemment, ça le concerne tout de suite. Mais un contrat, c'est souvent pour l'avenir. Donc, en fait, qu'est-ce qui est... Alors, encore une fois, je parle par rapport à ce que je suis et la maison que je représente. Qu'est-ce qui est... Pour moi, je veux dire, le fait d'accompagner un auteur, c'est aussi l'accompagner dans ce qu'est un contrat et dans ce qu'il va signer. Donc, s'il a des questions, il faut répondre à toutes ces questions le plus clairement possible, évidemment. Alors, évidemment qu'il y a des intérêts qui sont relativement divergents, si on peut parler comme ça, parce que pourquoi il n'aurait pas 15% si on ne lui en donne que 10, par exemple? Ça s'explique. On peut, après, il est d'accord ou pas d'accord, c'est une chose, c'est autre chose. L'agent, peut-être, moi j'ai vu des agents, je les nommerai pas, qui font monter la cote comme ça des auteurs, qui demandent des sommes extravagantes à des éditeurs. Bon, si les éditeurs suivent, c'est tant mieux. OK, mais si l'auteur se plante et que la somme investie a été énorme, c'est pas évident après pour revenir sur un deuxième album et un deuxième projet, si vraiment vous avez été au-delà de ce qui était raisonnable par rapport à un instant T dans sa carrière, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc encore une fois, je trouve que c'est normal de parler de ça. Nous, on est salariés, on a un salaire, donc je trouve que c'est normal qu'un auteur puisse parler avec son éditeur, pour autant qu'il s'y connaisse, évidemment, et qu'il puisse lui répondre point par point sur les points de son contrat et aussi sur les points de négociation financière, puisque s'il veut 100 000 à la place de 80 ou je ne sais trop quoi, pourquoi on ne lui donne pas ça? Donc, il faut lui expliquer. Et à ce moment-là, rentrer dans le vif du sujet au même titre que la création, en fait. Hein. Je vais juste ajouter un truc, c'est que pour moi, l'étape contractuelle, avec la négociation financière, aller jusque dans la définition des articles d'un contrat, c'est le premier acte du pacte de confiance qu'on passe avec un auteur. Tout au long du travail qu'on va avoir dans le suivi d'un projet, c'est un rapport de confiance. Et il commence par le contrat. Donc, pour moi, c'est indispensable que je puisse discuter directement avec l'auteur et, comme le disait Nadia, qu'on puisse expliquer chaque point qui pose problème. Moi, là-dessus, je voudrais rebondir sur un détail qui est assez important, c'est-à-dire que un album, on met un certain temps pour le faire. Donc, c'est du temps. Ce temps-là, c'est aussi la réflexion pour bien faire un album. Donc, si on est un génie, on va peut-être le faire en quelques semaines, voire quelques mois. Mais souvent, en fait, on prend le temps de le mûrir, de le réfléchir, de revenir dessus. Et ce temps-là, en fait, c'est de l'argent. Donc, quand un éditeur nous propose une somme d'argent pour faire cet album, on l'accepte ou on l'accepte pas, mais à partir du moment où on l'accepte, il va falloir s'y tenir, quoi. Donc, si on commence effectivement à dépasser nos délais parce qu'on est bloqué sur le sujet ou je ne sais quoi, là, ça a des répercussions sur notre vie. Donc, à côté, il faut que nous, on réussisse souvent. Moi, ça m'est souvent arrivé en fonction de ce qu'on va me proposer, parce qu'on peut pas faire plus, parce que, une fois, je débutais. Donc, là, je dis OK. Donc, là, on a défini une telle somme pour que je finisse l'album en un certain temps, mais vu ce que tu me donnes, je ne peux pas le faire dans ce temps-là. Donc, je prendrai beaucoup plus de temps.
Donc ça peut prendre 5, 6 ans parce que effectivement, pendant cette période-là, il se trouve que le projet a évolué, il a fallu réfléchir dessus, rebondir, et pendant ce temps-là, moi j'étais pas payé, donc il fallait que je bosse aussi sur autre chose. Donc on se retrouve souvent à bosser sur plusieurs projets en même temps, et il même arrive aussi des fois qu'on demande à l'éditeur de nous payer, de nous régler l'avance sur un projet qu'on n'a pas encore commencé, parce qu'en fait on est en difficulté financière, et après on doit retrouver un autre projet pour pouvoir finir le projet qu'on a commencé en fait à signer. Donc on est toujours sur cet équilibre-là en fait qui est assez fragile, et il faut avoir la foi pour faire ce métier en fait, parce que des pâtes on en bouffe souvent. Donc là aujourd'hui il se trouve que ça marche un tout petit peu pour moi, donc ma façon de réfléchir maintenant sur mes projets futurs, là je prends le temps de mûrir mes histoires, et ça change beaucoup de choses aussi. Il y a des choses effectivement au début que j'ai fait que j'ai un peu honteux parce que il fallait les faire en fait. Et le temps en fait a son importance dans ce métier, et quand on a le financement pour pouvoir développer ça, ça se ressent aussi sur l'album. Mais c'est pas tout le temps forcément le cas pour le coup. Et justement, dans ce processus de création, quand est-ce qu'il y a la nécessité d'établir des échéances? Alors le contrat, mais vous dites, voilà, une remise, une éventuelle période de sortie, comment ça se passe? En fait, on fait au mieux parce qu'on reste comme professionnel pour le coup. Moi, j'ai fait une série chez Delcourt, c'est le roman de Renard. Donc là, c'était ma première série où effectivement, c'était pas très bien payé, mais j'avais la foi, et puis je mettais le paquet dedans, et puis effectivement, on rentrait dans ce processus où, comme c'est une série, il faut vu la pléthore de bouquins qui sortent par an, il fallait que le deuxième sorte dans l'année suivante, etc. Donc j'ai joué le jeu, c'était compliqué, mais je le fais. Mais à partir du moment maintenant, aujourd'hui, on est dans beaucoup plus de one-shot, moi, là, du coup, je me dis, je vais prendre le temps. Mais en contrepartie, financièrement, si ça ne veut pas suivre, je vais devoir papillonner sur d'autres choses pour pouvoir m'aider à financer ce projet-là. Donc, en fait, on essaie souvent de trouver un équilibre entre tout ça, mais être à 100% sur un projet où un éditeur dit, voilà, je te donne tant, tu as 10 ans pour le faire, et tu vas bosser que là-dessus, ça, c'est pas possible, en fait. Ça, c'est impossible. En fait, déjà, c'est marqué dans le contrat, puisqu'on fait un contrat avec une... Donc là, c'est pareil, il faut en parler avec l'auteur avant de mettre une date dans le contrat. Bon, il faut savoir que les dates dans le contrat, elles sont contractuelles, elles sont obligatoires, parce qu'on ne peut pas faire un contrat s'il n'y a pas de date de remise. Autrement, l'auteur pourrait nous dire, finalement, dans 20 ans, je te donnerai le projet. Mais elles sont tenues, souvent, mais il y a plein de moments où elles ne sont pas tenues, et l'éditeur fait avec, de toute façon. Moi, je travaille avec un auteur où je sais que son délai de gestation, c'est 1 an et demi. Donc, on met toujours une date... Ça, c'est juste la réflexion autour du projet. Là, par exemple, ça fait bientôt 2 ans. Normalement, je devrais recevoir les premières planches à partir du mois de fin juin. Là. Elles ne sont toujours pas arrivées pour l'instant. Mais je le sais, en fait. Donc, on a mis une date. Je crois qu'on est largement dépassé aujourd'hui de la date. Mais c'est comme ça. Donc, si on veut travailler avec certains auteurs, on les connaît. On va mettre une date parce qu'il faut en mettre une, raisonnable, évidemment. Donc là, on a dû mettre une date où ils devaient nous rendre les pages. Je crois que ça devait être... début de l'année, là. Et je le sais. Donc, en fait, à un moment donné, il faut aussi être raisonnable. Il faut que, du coup, que les choses avancent, etc., etc. Mais là aussi, ça fait partie du pacte de confiance dont parlait tout à l'heure Cédric. C'est inhérent, de toute façon, au projet, quoi. Donc, et puis, il y a des moments où il peut y avoir plein d'accidents, où le fait est, c'est que la date n'est pas respectée, mais un éditeur, en général, n'attaquera jamais un auteur parce qu'il n'a pas respecté, ou alors il a un problème. Excuse-moi, là, j'en profite parce qu'il y a Sébastien qui est là aussi de chez Futuro. J'ai eu l'occasion de travailler sur un album chez Futuropolis avec Claude Gendreau. Et là, pour le coup, j'étais parti pour aller assez rapidement sur cet album. Puis il se trouve qu'en fait, pendant le début de la création de l'album, je vois une autre façon d'aborder cette histoire, et en fait cette histoire me touche plus que je ne le pensais quand j'ai décidé de faire ce choix-là, et donc j'ai mis beaucoup de temps pour le faire, cet album. Et là, pour le coup, j'ai eu un éditeur en fait qui a été hyper patient avec moi. De temps en temps, il me demandait des nouvelles, et puis quand j'avais des pages, je lui envoyais. Et puis en fait, il a été très bienveillant pour le coup. Et il n'a pas été tout le temps derrière moi à me dire je veux des pages, fournir des trucs. Et donc, c'est quelques retours qu'il m'a fait par quelques mots, tout simplement. Ça me suffisait pour me redonner confiance et continuer en fait. Donc, quand je disais effectivement, on a chaque fois une histoire différente avec un éditeur. Mais là, pour le coup, on travaille tous les deux pour que l'album soit le mieux possible, en fait. Donc moi, effectivement, sur cet album, j'ai mis 5 ans pour le faire, en fait. 5 ans, c'est quand même beaucoup. Mais le fait que lui soit
présent sans être intrusif. Il a juste dosé ce qu'il fallait, je pense. Je pense pas qu'il fasse ça avec tout le monde, hein, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a réconforté. Donc, et là, il n'était pas, à la différence d'autres éditeurs avec qui j'ai eu la possibilité de travailler, où là, pour le coup, c'était quasiment inexistant, en fait. Hein. Là, il n'était pas inexistant, il était présent, je le sentais qu'il était là, parce que de temps en temps, il m'envoyait des petits mots pour montrer qu'il était présent, en fait, qu'il me suivait, et que bon, il était content de voir que ça avançait à mon rythme, mais qu'il était content que ça avançait, quoi. Jean-David, vous voulez... Non, j'ai juste le souvenir, si je me trompe pas, d'une date de remise qui a été importante sur Astérix il y a très longtemps, où le risque qu'à l'époque donnait Dargaud à ses auteurs, c'était de leur donner, je crois, il y a eu une décision où il devait avoir une astreinte de devoir payer chaque jour de retard sur la sortie de l'album, tellement c'était devenu important, ouais, je crois. Donc finalement, c'est pas parce que le projet marche le mieux qu'on a le moins de problèmes avec la remise de date. Et je crois que ça a créé un assez gros problème, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle Uderzo en a tellement voulu à Dargaud et ensuite a fait son audit, puisqu'on peut penser que ça a aussi mené à la mort de Goscinny d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas si anodin. Cédric, comment vous gérez le temps avec le temps de création, le temps, la date dans le contrat, il y a cette souplesse nécessaire, indispensable? Oui, c'est indispensable, la souplesse. Je confirme. Je vais pas revenir sur Libertalia, dont la date de remise du tome 3 est prévue pour 2012. Mais le temps passe, hein, c'est dingue. Oui, c'est fou. Non, blague à part, ce que je disais tout à l'heure, on s'adapte en fonction des auteurs avec lesquels on travaille. Il y a des auteurs qui sont hyper stricts par rapport à la date qu'ils donnent, et ils la respectent. Et d'autres qui sont dans le processus de création et qui ont besoin d'avancer, comme le disait Thierry tout à l'heure. À un moment donné, ils se remettent en question, ils changent le projet. Et ce qui est important, c'est le projet. Finalement, le contrat, ce que je dis souvent, c'est on se met bien d'accord sur le contrat, on essaye de bien l'expliquer. Par contre, une fois qu'il est signé, on le met de côté. Il n'a d'intérêt, finalement, le contrat, que quand on s'engueule, quand il y a un problème. Ce qui est important, c'est le bouquin. Donc, par rapport à la date... je vais pas dire que, je sais pas, sur tous les bouquins que je fais, si j'en ai 30% qui sont remis à la date du contrat, ça doit être le maximum. Et oui. Voilà. Bon, comme le temps file, je pense que si vous avez une question, des questions, c'est peut-être maintenant. Après, on va faire une petite pause. N'hésitez pas. Une petite dernière, comme ça, elle est rapide. Qu'est-ce que vous pensez en fait de la rémunération des auteurs en fait en festival, ce qui n'hésitait pas depuis très longtemps, ce qui est assez coutumier du fait chez les Américains, mais très rarement, voire inexistant en France, sachant qu'il y a des choses qui sont un petit peu mises en place dans certains grands festivals comme Angoulême, Lyon, je crois, etc. Il y a pas mal de festivals. Donc c'est intéressant, cette partie d'argent en plus pour les auteurs, ce qui n'est pas négligeable, qui peut être intéressant. Je ne sais pas si Thierry va en parler. Au premier de ces... Non, je peux en parler aussi. Je pense que je pense que c'est le plus important pour les auteurs de BD, c'est d'être payés sur les livres de bande dessinée. Je pense que tous les projets annexes, tout l'argent annexe qui revient, c'est bien. Les interventions scolaires, les dédicaces et tout, c'est important d'en parler. C'est bien d'être payé en dédicace, c'est bien d'être payé pour les interventions scolaires. Je pense qu'il ne faut pas oublier que le corps de notre métier, c'est de faire des livres. Et qu'on s'est rendu compte en 2 ans que tous les gens qui vivaient avec beaucoup d'interventions scolaires n'en ont plus faites à cause du Covid. Et que donc reporter le problème du financement des auteurs sur des choses annexes à la fabrication du livre est un problème. C'est une manière de camoufler sans doute un problème quelque part. Et je pense qu'il faut d'abord qu'on discute du prix du livre, de combien on est payé. Et après, tout ça, c'est autre chose. C'est très bien, mais c'est à part. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas dire je vis en faisant des livres et en faisant des interventions. Il faut dire mon métier, c'est de faire des livres. Ce n'est pas de faire des interventions. Les interventions, c'est en plus. Et les dédicaces aussi, c'est mon point de vue, parce que du coup, on va dire ah bah toi, tu fais beaucoup d'interventions, on peut te payer un peu moins cher. Il vaudrait mieux éviter ça. J'ai déjà entendu aussi des bibliothécaires qui me disaient c'est bien que vous soyez mal payé, mal payé, parce que sinon on ne ferait jamais d'intervention. Donc oui. Donc moi, pour ma part, en fait, les week-ends sont sacrés.
donc je bouge moins. Donc quand je bouge, ça va être effectivement pour une occasion. Et s'il y a une intervention, eh ben, bon, du coup, le week-end est un peu rentabilisé. Mais c'est vrai que quand je me déplace, je fais en sorte de ne pas me déplacer trop loin non plus. Parce que si c'est au bout de la France, malheureusement, ben, je ne vais pas aller souvent à Pau. Parce qu'il y aura une journée de trajet pour l'aller, une journée de trajet pour le retour, plus la période du festival. Donc je perds déjà 4 jours, plus la fatigue. Donc du coup, passe moins de temps, comme disait Jean-Vide, sur les livres. Donc après, c'est des choix propres à chaque auteur de bouger ou pas. Après, la rémunération en festival, bah là, par exemple, j'étais au festival d'Amiens récemment. C'est un festival, effectivement, où ils rémunèrent les auteurs et les interventions qu'ils font, mais on n'y va pas pour ça, on y va parce qu'en fait, c'est un festival qui en fait est riche en rencontres, aussi bien humaines que professionnelles. Il y a des débats, il y a des tables rondes, il y a des dessins en live. Il y a plein de choses qui sont autour de la BD, et donc pour le coup, effectivement, on est en plus rémunéré. Mais on n'est pas rémunéré pour la dédicace. C'est-à-dire, on peut aller là-bas pour dédicacer, mais on peut aussi ne pas dédicacer si on veut. Mais on est quand même rémunéré parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui se font tout autour du festival, quoi. Donc après, c'est au choix des auteurs, hein, ils savent. Maintenant, c'est vrai que j'ai déjà entendu aussi dire qu'il y a des auteurs qui allaient en festival pour pouvoir manger de la viande, hein, parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'en manger en semaine. Donc il y a plein d'histoires en fait là-dessus. Donc après, c'est les choix de chacun. Moi, je sais que pour ma part, les week-ends, c'est à la maison et c'est déjà très bien. Après, il y a toujours cette réflexion à long terme sur le prix le fait de payer en dédicace de certains festivals qui peut-être ne prendront que des gens dont ils sont sûrs de rentabiliser l'avenue puisqu'ils les auront payés. Donc bon, j'espère que ça tournera pas comme ça parce que je pense que il y a toujours au cœur des bonnes idées des choses qui peuvent être moins bonnes. Donc on verra bien comment ça va tourner. Sur le concept, je trouve ça bien. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison pour qu'on se déplace et qu'on soit pas payé. Donc voilà, on verra bien comment ça va tourner. L'idée est bonne, mais voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il est quand même important de se pencher sur les contrats d'édition. Cédric, Jean-David, Nadia, Thierry, merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention. On se retrouve, on va dire, dans un petit quart d'heure pour la BD du réel. À tout de suite.